fait, la seule enquête en cours à ma connaissance, c'est l'enquête française, parce que l'enquête technique, celle que l'on fait dans tous les cas de crash d'avion, elle est terminée. Le rapport a été rendu en juillet 2018. L'enquête criminelle malaisienne est terminée aussi. D'après mes informations, le NTSB, le bureau d'enquête américain, a clos le dossier depuis longtemps. Donc, effectivement, tout l'espoir de vérité dans cette affaire repose sur l'enquête française. Alors, je pense que mon livre apporte énormément d'éléments nouveaux. Je mets également l'accent sur des éléments qu'on connaissait déjà théoriquement, parce qu'ils étaient dans les rapports d'enquête, par exemple, mais ils avaient tout simplement été négligés. Je peux vous donner un exemple, c'est la présence à bord de l'avion d'une cargaison de 2,5 tonnes de matériel électronique, qui est très vaguement documenté comme étant des talkie-walkie et des chargeurs. On avait beaucoup parlé à l'époque, je ne sais pas si vous en souvenez, des 4 tonnes de mangoustines, qui sont des fruits exotiques qui étaient hors saison. Donc ça paraissait vraiment douteux qu'il y en ait 4500 kilos dans la soute. Mais en fait, cette cargaison Motorola, elle est pire en quelque sorte pour plusieurs raisons. Un, on découvre dans le rapport officiel qu'elle n'a pas été passée au scanner, ce qui est totalement inadmissible du point de vue de la sécurité aérienne. Deuxièmement, la raison donnée pour le rapport pour expliquer le fait que ce capot n'a pas été scanné, c'est de dire qu'il était trop volumineux, ce qui est totalement incompatible avec la description talkie-walkie, etc. Et comble du comble, cette cargaison donc, de 2,5 tonnes d'électronique a été embarquée donc sans être scannée et elle est arrivée par camion à l'aéroport le soir même avec une escorte de sécurité, ce qui est tout à fait inhabituel et extrêmement suspect. La version, enfin l'hypothèse du feu à bord à partir des batteries au lithium est une des hypothèses les plus réalistes. C'est l'hypothèse favorite des pilotes. Le problème, c'est que d'abord, ça n'a rien à voir avec la version officielle, effectivement. Et puis, il y a beaucoup d'autres éléments qui ne collent pas avec cette hypothèse-là. S'il y a eu incendie, c'est à quel moment? Est-ce que c'est avant le pseudo demi-tour ou pas? S'il y a eu incendie, on l'aurait observé, on aurait retrouvé des débris de l'avion en mer de Chine du Sud ou là où ça s'est passé. Je suis en mesure d'affirmer aujourd'hui que la provenance de cette pièce, comme ayant officiellement appartenu au Boeing du vol MH370, est loin d'être certaine. Il y a au contraire un grand nombre d'éléments qui laissent penser que ce fragment n'appartient pas au MH370, à commencer par le fait que la pièce retrouvée n'a pas sa plaque d'immatriculation, qui est une plaque métallique qui est normalement rivetée ou mastiquée de sorte à ne jamais être décollé, sauf à l'étape du démantèlement de l'avion, auquel cas c'est obligatoire. Et rien que cela demande explication. Il y a beaucoup d'autres éléments troublants dans le dossier du Flaperon, par exemple le fait que la flottaison observée en laboratoire ne corresponde pas à l'implantation des bernacles, les petits coquillages qui avaient poussé dessus. Et de manière générale, je dirais aussi, le seul fait que ce dossier soit traité comme un dossier secret défense, en gros, avec une opacité totale de la part des autorités françaises, alors qu'il s'agit théoriquement d'une enquête sur la perte d'un avion civil, ça montre bien que ce n'est pas un dossier normal. C'est une juxtaposition de zones d'ombre, la version officielle, de l'extinction des moyens de communication de l'avion jusqu'au crash dans l'océan Indien, en passant par le demi-tour en épingle à cheveux qui est au-delà des capacités d'un B777, les données radars du survol de la Malaisie qui sont totalement incompatibles avec un B777. Ensuite, on a soi-disant la traversée de 7 espaces aériens où l'avion est ni vu ni connu, avec aucun de ces pays qui n'a été capable de fournir la moindre preuve radar que cet avion était effectivement passé dans leur ciel. Ensuite, on a tous les navires et avions américains qui surveillent cette zone en permanence, rien. Et pour finir, il faut quand même réaliser que le scénario du crash dans l'océan Indien, il est exclusivement basé sur l'extrapolation mathématique archi sophistiquée des fameuses données Inmarsat, qui est une entreprise de communication satellite. En somme, c'est fondé sur des chiffres et des lettres. Il n'y a jamais eu de preuves tangibles, il n'y a jamais eu un témoin visuel, un seul débris retrouvé
à proximité de l'endroit dit du crash dans les jours, les semaines ou les mois qui ont suivi l'accident. Les débris ont commencé à apparaître quasiment 2 ans plus tard, 1 an et demi pour le flaperon et puis 2 ans plus tard pour tous les autres. C'est totalement incohérent. Bah, c'est effectivement, la d'après moi, l'explication la plus vraisemblable. Je pense que c'est de toute façon, une opération militaire parce que c'est le seul moyen d'éliminer un avion, de cette taille-là, de la sorte. C'est pas la première fois que ça arrive. Maintenant est-ce que c'est une bavure effectivement ou est-ce que c'est un acte, délibéré parce une autre opération qui aurait dû se passer autrement a mal tourné? Je ne suis pas capable de le dire. Bah, moi, j'ai beaucoup étudié la personnalité, du pilote et je suis convaincue que c'est quelqu'un qui était, très bien dans sa tête et qui était un excellent pilote et donc il a fallu, trouver un «scénario» entre guillemets, cohérent avec un excellent, pilote qui n'a aucune raison, de se faire du mal et encore moins à ses 238, passagers, heu, pour, heu, pour que ce soit crédible dans l'ensemble de mon montage en quelque sorte.